Vous écoutez Anatomie d'un dictateur, à la source de la tyrannie, deuxième partie. En Italie, en 1898, le jeune Benito Mussolini connaît une enfance rebelle, celle des copains du quartier, durant laquelle il faut déjà imposer sa force. Entré au collège, il devient déjà un petit capo. Il a une certaine force physique, mais il n'a pas, contrairement à l'image qu'il a essayé de projeter après, il n'a pas une agilité dans les sports, tout simplement parce qu'il ne les pratique pas. Didier Mouchedlac, professeur en histoire contemporaine. Les sports vont venir après, quand il sera Duce, et qu'il voudra montrer qu'il est capable de tout faire, de monter à cheval, de faire la course, etc., etc. Et il y a, à un moment donné, le sentiment, et ça c'est typique de ces personnages de dictateurs, dans leur enfance, qui sont dans une impasse. L'impasse, ça veut dire, pour lui, tenter la Suisse, tenter l'aventure, etc., etc. En 1910, à 18 ans et contre l'avis de son père, Mao Zedong tente lui aussi l'aventure. Il quitte sa famille et son village natal pour aller étudier dans la grande ville. Autodidacte et plus âgé que ses camarades, il est un élève brillant, remarqué de ses précepteurs. Il passait sa journée du matin au soir à la bibliothèque pour lire. Des traductions, il découvre en traduction. Alors qu'est-ce qu'il découvre en traduction? Les philosophes au sens large. Alain Roux, historien et sinologue. Il dit qu'il a lu notamment ce qu'on appelle nous les partisans du darwinisme social. Ce sont des gens qui ont pensé que, comme les espèces animales qui luttent pour la survie avec les meilleurs qui survivent, c'est pareil pour les nations. Il lit aussi Le contrat social de Jean-Jacques Rousseau. Il dit le livre, mais il ne dit pas le contrat social, il dit j'ai lu le livre de Rousseau. Encore une fois, il faut dire, c'est en traduction. Des traductions qui sont des résumés. En plus des traductions infidèles. Imaginez un peu le contrat social. C'est quelque chose qui est parti du français. Traduit en anglais. Traduction japonaise. Puis traduction japonais en chinois classique. Et traduction du chinois classique en chinois parlé. C'est ça qu'il a lu. Alors, le malheureux Jean-Jacques Rousseau, il ne s'y serait pas reconnu. Le contrat social était devenu confucien, parce que de contresens en contresens, de faux sens à faux sens, n'empêche que l'idée qu'il y a un contrat entre le pouvoir et le peuple, qui peut être rompu, ça, c'est une idée politique importante. Donc, Mao a une vision assez tôt, un peu cynique du pouvoir. Il y a besoin pour la Chine d'un pouvoir fort, même si ce n'est pas toujours injuste, qui fait régner l'ordre. En Corée du Nord, en 2011, le jeune Kim Jong-un n'a aucune intention de transformer son monde. Il vient d'en hériter et compte bien y régner, sans partage, comme son père et son grand-père avant lui. Étonnamment, sa famille l'aurait également obligé à l'aventure. En Europe et en Suisse plus exactement, il part étudier dans l'un des collèges privés helvétiques les plus reconnus. L'enfance de Kim Jong-un laisse quand même planer beaucoup de doutes. D'abord, beaucoup de photos qui circulent en disant c'est lui dans son collège en Suisse. C'est pas lui, c'est son frère. Donc on a tendance à les confondre l'un et l'autre. Pascal Daillé-Burgeon, chargé de mission au CNRS et ancien diplomate en Corée. Effectivement, sous un nom d'emprunt, ils se sont inscrits dans un collège, avec d'ailleurs d'autres étudiants nord-coréens qui étaient en fait, semble-t-il, des gardes du corps, de 22-23 ans qui avaient l'air beaucoup plus jeunes. Bon, ils se sont mêlés à d'autres enfants de riches, donc une vie quand même très spécifique. Alors on prétend que Kim Jong-un aimait beaucoup le basket, mais il aurait plus parlé de basket que pratiqué le basket. Son frère aurait été plus sociable et
On prétend qu'il a même joué un rôle dans une comédie musicale montée sur place qui était une adaptation de Grise. C'est assez curieux. Mais pour le reste, les condisciples ont été extrêmement secrets. On a peu d'informations conclues d'eux. Les établissements scolaires n'ont absolument rien dit, sans doute parce que ces collèges UP en Suisse sont comme les banques, des endroits dont on laisse échapper fort peu d'informations, car ils n'y ont pas intérêt non plus. Donc tout ce qui nous vient de cette période, quelques photos volées, quelques échos, c'est très secret. Il est assez difficile de les interpréter. Certains despotes s'engagent dans un combat politique affirmé à l'âge adulte. Mais d'autres, plus précoces et souvent formés par leur entourage, reçoivent dès l'adolescence une formation politique et idéologique stricte, faisant basculer définitivement leur personnalité. Ce fut le cas pour Benito Mussolini. Même si en Italie, les antifascistes ont longtemps véhiculé l'image d'un duce, inculte et ignare. En fait, c'est quelqu'un qui lit énormément, et en particulier lorsqu'il est en Suisse, où là, il va se confronter avec des œuvres majeures, mais qui ne sont pas des œuvres qui proviennent du socialisme. C'est là que c'est intéressant. Qu'est-ce qu'il lit? Il lit Nietzsche, il lit des darwiniens, il lit des œuvres qui sont peu conciliables avec le socialisme de type égalitaire, justement, de son père. Donc, il y a cette espèce d'ambivalence dans la culture de Mussolini qui, avant le 14, si on regarde les choses, il va en faire, si vous voulez, une espèce de synthèse, de catharsis très particulière. Ça va aboutir au fait qu'il faut une élite. Élite, ça renvoie à Nietzsche. Et en même temps, il pense que les masses doivent être dirigées par cette élite. Et il essaie de concilier le socialisme avec cette élite. D'où cette pensée centrale chez Mussolini, c'est que pour vaincre, il faut un parti. Les masses en elles-mêmes ne peuvent rien faire. C'est la même réflexion qui conduira en 1919 Adolf Hitler à rejoindre le parti nazi. Mais avant cela, à l'âge de 14 ans, le jeune Adolphe perd son père. Touchant un petit héritage, il mène alors une vie de bohème entre Vienne et Linz. Il découvre dans la capitale autrichienne les richesses et la société cosmopolite de l'Empire. Il désire également embrasser une carrière de peintre et tente le concours des beaux-arts. La peinture, un art dans lequel il met tant d'espoir. Il va échouer à 2 reprises, 1907 et 1908. Il rate le concours d'entrée aux Beaux-Arts, ce dont il rend responsable la terre entière, parce qu'il est absolument incapable d'autodérision ou de remise en cause personnelle. Johan Chapoutot, historien. C'est quelqu'un qui, véritablement, est habité par une stupidité minérale et par une profonde incapacité à douter de lui-même et à se remettre en cause, à se questionner. Et à partir de là, il va vivre une vie de déliquescence sociale, avec un pécule qui s'amenuise, avec la mort de sa mère, par ailleurs, qui l'affecte beaucoup. Et il va de plus en plus vivre une vie de marginal urbain, jusqu'à dormir dans des foyers d'accueil pour SDF. Et là, en 1914, intervient ce qui est véritablement le tournant de sa vie, qui est aussi le tournant, pour le pire, de l'histoire de l'Europe, qui est la déclaration de guerre et le basculement de l'Europe dans cette atroce guerre civile européenne qui a été la Première Guerre mondiale. Refusant de s'engager avec l'Autriche qu'il déteste tant, Adolf Hitler choisit les forces armées bavaroises qui s'apprêtent à participer à la Première Guerre mondiale. Il se bat à Ypres, où près de 70% de ses camarades meurent. La violence des combats est telle que cette grande guerre fait plus de 2 millions de morts et de disparus, rien que dans le camp allemand.
il va faire ce qu'on appelle une belle guerre. Une belle guerre, qu'est-ce que c'est ? C'est d'abord une guerre où l'on survit. Avec le taux de létalité de la Première Guerre mondiale, le fait d'en réchapper au bout de 4 à 5 ans sous les drapeaux, est déjà un exploit. Par ailleurs, il va terminer sa guerre au grade de caporal, ce qui est en dessous de sous-officier, si vous voulez. C'est très faible, d'autant plus que la dévastation du corps des officiers et du sous-officier est telle qu'il est très facile, au fond, de terminer au moins lieutenant, quand on a survécu à 4 ans de guerre. Ce qui n'est pas du tout le cas d'Hitler, puisqu'il est noté comme courageux, mais, je cite, inapte au commandement. Il est vu comme étant inapte au commandement. Tout simplement parce que c'est quelqu'un qui est brouillon, impulsif, caractériel, assez peu apprécié de ses camarades, à vrai dire, puisqu'il a comme habitude de monologuer, de ne pas écouter. C'est quelqu'un qui, toute sa vie, sera incapable de dialoguer, incapable d'écouter l'autre. Et dans les tranchées, c'est manifeste. Donc, pour être familier, il saoule ses camarades. Mais ce qui est intéressant, c'est que Hitler, et c'est là qu'on voit aussi sa faible adhérence au réel, au fond, et sa faible lucidité dans la perception du réel, Hitler, lui, a compris tout le contraire, puisqu'il pense avoir vécu la véritable amitié, la véritable camaraderie, la véritable solidarité, celle du groupe primaire de combat qui serre les coudes dans les tranchées. Et alors qu'il n'est pas aimé, voire qu'il est détesté de ses camarades, lui a l'impression, au contraire, d'avoir trouvé une véritable famille pour la première fois de sa vie. Parce que c'est vrai. C'est vrai, de son point de vue et à son échelle, il a vécu l'expérience humaine ultime qu'un type comme lui, qu'un type psychologique comme lui peut expérimenter. Et c'est ça qui est terrible, c'est que sur le fondement de cette perception totalement fausse de la réalité, il va ressortir de la guerre en se disant que la vie civile est une erreur et que pour créer un groupe humain, il faut recréer une unité de combat. Ça va être sa conception de la politique pendant toute sa vie. En fait, c'est un homme qui n'est jamais sorti de la Première Guerre mondiale. En Chine, le jeune Mao Zedong intègre l'école normale à Changsha. Sensible à la cause révolutionnaire, le jeune étudiant oscille entre socialisme, nationalisme et communisme. Ces tergiversations vont être confrontées à la réalité de la société de ses contemporains. Un choc qui le plonge dans le cynisme d'un futur despote. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? D'abord, il a découvert une première chose, c'est qu'en Chine, comme il dira lui-même en août 27, le pouvoir est au bout du fusil. Il a découvert que la démocratie, ça ne marche pas. Les seigneurs de la guerre sont les plus forts. Deuxièmement, il a découvert que la classe ouvrière en Chine, on ne peut pas s'appuyer dessus. Et il le dit. J'ai perdu mon temps à vouloir organiser les ouvriers. Les ouvriers sont corporatistes. Ils s'intéressent uniquement au salaire, pas à la politique. J'ai perdu mon temps. Troisième point, il découvre l'importance de la paysannerie. Et il découvre à la fois l'importance de la paysannerie et la violence. Mais la violence organisée, la violence des paysans qui bousculent les propriétaires fonciers, qui bousculent les cadres oppressifs pour s'organiser de façon à défendre leurs intérêts. Et là, il découvre la violence et même la joie de la violence. Oui, la violence vécue comme une espèce de joie, une satisfaction. Et là, il va découvrir quelque chose de plus inquiétant. En décembre 1930. Il y a des luttes à l'intérieur du Parti communiste, très dures, parmi les luttes de ligne, et aussi des luttes locales. Tout ça, ça crée des petites tensions. Il y a des traites, etc. Donc, quand il y a des désaccords politiques et qu'en plus, vous avez ces suspicions et qu'on a des armes, ça se passe mal. Et effectivement, en décembre 1930, ça se passe mal. Mao organise une purge qui a tué peut-être 20 à 30 000 soldats. C'est communiste. C'est une purge dans le parti. Et l'idéologie qu'il mettra en place une fois arrivé au pouvoir, entre marxisme et refus de la modernité, entre totalitarisme et volonté d'autodéterminisme de son peuple, va conduire le pays à de véritables catastrophes. En Irak, en 1949, Saddam Hussein, alors âgé de 12 ans,
et maltraité par son beau-père. Il va alors rejoindre son oncle maternel, Keralat Alfa, dans la ville de Bagdad. Cet oncle, professeur, admirateur d'Adolf Hitler, va former intellectuellement le jeune Saddam. C'est un ancien militaire qui est devenu instituteur et qui va diriger une école à Bagdad, dont on dit qu'il a des sympathies nazies. Et son oncle va être un petit peu celui qui va éveiller sa conscience politique. Georges Malbruno, journaliste au Figaro et spécialiste du Moyen-Orient. Et donc là, on est dans la décennie 50, qui est une décennie extrêmement importante au Moyen-Orient parce que ça va être la montée en puissance de ce qu'on a appelé le nasserisme et le panarabisme, avec en 1952 le renversement par des généraux égyptiens du pouvoir égyptien lié à la Grande-Bretagne. Ce mouvement va faire tache d'huile au Liban, en Jordanie et également en Irak en 1958. Un certain nombre de militaires, de généraux vont renverser la monarchie. Le roi est renversé, est assassiné. Le Premier ministre Nouri Saïd est arrêté, il est assassiné. Son corps est brandi sur une moto. On fait le tour de Bagdad, etc., pour montrer à la population, dans une espèce de délire de vengeance, que la parenthèse britannique est refermée, mais dans une violence à glacer le sang. Mais cette violence, on la retrouve. C'est le fil conducteur de l'histoire irakienne. Et 1958, Saddam Hussein a 21 ans. Saddam Hussein est le produit de cette histoire irakienne violente. Ça n'est pas quelqu'un qui est apparu de nulle part. Il est le produit de toute cette violence. En 1979, lorsque Saddam Hussein prend le pouvoir, il écarte la moitié des membres du Conseil de commandement de la Révolution. Il les fait tuer en improvisant un procès tout à fait stalinien, télévisé parce que c'est important de montrer cette terreur à la population, et donc il élimine du jour au lendemain la moitié de ses anciens partisans qui pouvaient être pour lui des ennemis potentiels. Comme ça a été le cas dans toute la carrière de Saddam Hussein, il fallait exhiber cette violence pour que cette violence ait valeur d'exemple à la fois pour la population et pour ceux qui voudraient renverser son pouvoir. Et c'est un fil conducteur, c'est une permanence dans l'histoire à la fois de Saddam Hussein et de l'Irak. On peut trouver certaines des racines de la violence politique des dictateurs dans l'enfance particulièrement traumatisante de certains d'entre eux. Mais le plus déterminant dans leur parcours criminel restent les environnements historiques, sociaux, éducatifs et politiques qui facilitent à ces individus aux idéologies mortifères une accession au pouvoir et à la tyrannie. Il est certain que Hitler a été très malheureux dans son enfance. La relation au père est désastreuse, il en a souffert psychologiquement et physiquement. Puis par ailleurs, ensuite, il a fait des expériences répétées de l'échec, de la frustration, ce qui a nourri un ressentiment universel à l'égard de la société de l'époque et une volonté de revanche. Pour autant, il y a énormément d'enfants, hélas, au XIXe siècle, qui sont victimes de mauvais traitements. Et tous ne sont pas devenus des meurtriers de masse. Il y a quelque chose d'autre dans le parcours de ces gens-là, et notamment pour Hitler, qui est que c'est un homme qui a su répondre à des attentes de la société de son époque. Et ces attentes sont des attentes de clarté identitaire, on va dire. Hitler est quelqu'un qui, avec les nazis, avec ce qu'on appelle les Völkisch, les ethno-nationalistes, a un discours très simple sur qui vous êtes et ce que vous êtes. Idem pour la mort de masse de la Grande Guerre. Il y a 2 500 000 morts en Allemagne pendant la Grande Guerre, si on compte les civils. Comment faire le deuil de tout ça ? Eh bien, Hitler fait partie de ceux qui répondent à cette question-là. Non, ils ne sont pas morts pour rien. Ils sont morts pour la race, pour le sang, pour la biologie, etc. Et Hitler a donc su, de manière très simple, très instinctive au fond, répondre à ces questions-là sans que on puisse inférer de son enfance et des expériences désastreuses qu'a pu faire ce petit garçon, cet adolescent, inférer donc un déterminisme qui le mènerait à être un génocidaire. C'est un peu la limite aussi du discours introspectif. Il y a un autre élément qu'il ne faut
prendre en compte pour tous ces individus, c'est le rapport à l'idéologie qui est fondamental et qui va faire que on doit bien peser pour l'enfance de ces dictateurs les conditions de l'apprentissage qu'ils font de l'idéologie. Chez Mussolini, la violence est un état permanent de l'homme. Vous voyez, ça renvoie un peu à son éducation. Au fait, l'énergie éruptive, et un être violent est un être accompli chez Mussolini. Ce qui explique que pourquoi aussi la violence va être valorisée dans l'idéologie fasciste. Donc on a ça. Si vous prenez Staline, il est évident qu'il trouve dans le marxisme l'idée que là, il y a une forme de nouveau catéchisme, lui qui était séminariste, l'idée que le révolutionnaire professionnel détient la vérité. Et Staline, pour lui, la violence est normale. Nous sommes dans un contexte où l'idéologie devient sacralisée. Et qu'à partir du moment où elle est sacralisée, c'est déjà le cas quand Mussolini est socialiste, elle va le devenir ensuite pendant le fascisme. Ça veut dire qu'on doit tout sacrifier à l'idéologie. Et que le reste, peu importe le nombre de morts. Selon la formule consacrée de Lénine, reprise par Mao Tse-tung, on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Dans une période qui semble à nouveau propice aux démagogies les plus simplistes, où la violence du langage politique se fait de plus en plus radicale, où les nations se replient inexorablement sur elles-mêmes. Sommes-nous sûrs et certains que nos systèmes éducatifs, nos fondements sociétaux, ou nos institutions démocratiques ne sont pas à nouveau en train de créer de futurs tyrans, comme ce fut malheureusement le cas il y a moins d'un siècle? Vous venez d'écouter Anatomie d'un dictateur. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. À la source de la tyrannie est un podcast coproduit par Initial Studio, Théorème et Les Films d'un jour, adapté du documentaire audiovisuel éponyme, coproduit par Théorème et Les Films d'un jour, écrit par Nicolas Cuvelier-Mella et réalisé par François Chaillet. Production exécutive du podcast, Initial Studio. Production éditoriale, Sarah Koskiewicz et Marie Agassan. Montage, Camille Legras. Avec la voix d'Alix Martineau.